La Californie revoit le bilan de l'incendie qui ravage l'État à la hausse. Plus de 600 disparus sont enregistrés et c'est un bilan qui devrait s'alourdir. Les feux n'ayant toujours pas été maîtrisés, la ville de Paradise est complètement détruite. Donald Trump y est attendu sur place ce samedi. Et puis, une invitée dans ce journal, nous recevrons la directrice générale de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses, Mme Aïssata Ilboudo Bouda. Elle est sur notre plateau pour nous parler des deuxièmes journées de l'orientation scolaire et professionnelle qui se tiennent à Ouagadougou du 22 au 24 novembre prochain. Bonjour. Bienvenue, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, le premier des 3 avions acquis par la compagnie Air Burkina est à Ouagadougou depuis ce matin. Il s'agit d'une Embraer 195 de 104 places, un appareil acquis auprès de Nordic Aviation Capital, une entreprise danoise. L'avion a atterri aux environs de 2 h du matin à l'aéroport international de Ouagadougou avec à son bord Frédéric Étienne Bassenga qui nous présente le nouvel appareil. Bienvenue dans l'Embraer 195, nouvelle acquisition de Air Burkina par leasing auprès de Nordic Aviation Capital. 104 places avec une classe affaires, cet avion symbolise la relance d'une compagnie qui a de grandes ambitions. C'est un avion que je trouve parfait, qui répond réellement aux besoins de notre clientèle. Et je sais qu'une des préoccupations de voyageurs d'affaires, c'était la qualité des sièges en classe affaires. Je pense qu'avec ce nouvel avion, ils seront satisfaits parce que ça représente exactement leur attente. Et d'autre part, je pense que cet avion, il est d'une nouvelle génération avec des moteurs beaucoup plus puissants et qui offre une plus grande capacité donc pour une meilleure gestion du revenu en ce qui concerne Air Burkina. Pour moi et également en tant qu'ancien pilote, je trouve que c'est un très bel avion. C'est une acquisition rendue possible grâce au gouvernement burkinabé. Le ministre des Transports était au four et au moulin aux côtés de Air Burkina pour cet avion. Très fier que finalement ce vol-là puisse maintenant démarrer. Et nous avons démarré, nous sommes dans les airs. Je constate que c'est un très bon appareil. Je vois aussi la capacité de cet avion. Vous savez, nous avons plus d'une centaine de places ici. Mais surtout, je vois la qualité de la première classe, très bien. Et je vois aussi que les autres places aussi sont très confortables. Donc, je pense que nous sommes en train, avec Air Burkina, de montrer que le gouvernement est engagé pour faire de cette compagnie une compagnie de référence. Nous connaissons les enjeux économiques. Mais là, je pense que le plan de reconquête est lancé et le gouvernement ne veut pas s'arrêter à si bon chemin parce que nous avons beaucoup à faire pour cette compagnie. 2 autres avions sont en route. Air Burkina a même prolongé son séjour polonais pour accélérer leur arrivée. Le premier de 104 places devrait être là courant décembre et le deuxième, 72 places, en janvier. Et voici cette infrastructure routière qui fait la fierté de tout le Burkina Faso. L'échangeur du Nord à Ouagadougou, qui a coûté plus de 70 milliards de francs CFA, est ouvert à la circulation depuis ce jeudi pour améliorer la fluidité du trafic urbain. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va falloir du temps aux usagers pour se faire à la circulation vu la complexité de l'édifice. On note déjà les premiers déboires avec un premier accident donc assez grave enregistré dès le lendemain de l'inauguration de l'ouvrage. On fait le constat avec Moussa Ouedraogo et Draman Dadian. Tout nouveau, tout beau. L'échangeur du Nord, vu de près 48 heures après son inauguration. Maïmouna et Zakaria peinent à trouver leur chemin. Ils demandent alors secours pour rattraper le temps perdu. Moi, j'ai quitté à Samané, je voulais tamper. Mais moi, je n'ai pas bien contrôlé le truc là. J'ai parti à Gungan, à Tessega, pour prendre des efforts au retour. Je ne sais même pas là où je vais passer. Voilà, les voies sont Niarmé, j'ai pris la voie, je vois Koumousi, je vois Waïguia, donc je ne sais même pas c'est où. Tout est pourtant bien indiqué sur les panneaux de signalisation.
piétons, engins à 2, 3 et 4 roues, voire plus, chacun a sa place sur l'échangeur du Nord. Imprudence ou méconnaissance du code de la route, des accidents ont déjà été enregistrés sur les lieux. C'est très tôt. Déjà hier, on a enregistré des accidents dans le secteur là, où il y a eu même des fractures. Alors donc, ça veut dire qu'il faudrait vraiment que la police s'investisse pour nous aider, pour aider les populations à avoir un peu plus clair, quoi. Sinon, vraiment, c'est un grand joyau où tout le monde est content et on félicite vraiment les autorités. 70 milliards de francs CFA investis pour permettre aux usagers de la route de circuler ici avec aisance. Ce samedi, deuxième jour après l'inauguration du joyau, certains y sont juste pour le plaisir des yeux et s'offrir quelques selfies en attendant de voir la prochaine grande réalisation, celle qui viendra détrôner l'échangeur du Nord. Et en attendant, le maire de la ville de Ouagadougou met en garde contre tous ceux qui viendraient à faire des acrobaties sur cet échangeur du Nord. Donc, ils encourent en tout cas des peines allant jusqu'au retrait définitif des engins. Autre chose, la liste des agrégés en médecine qui s'allonge au Burkina Faso. 13 spécialistes viennent de réussir le concours d'agrégation en sciences de la santé à Libreville. Ce sont donc de nouvelles compétences offertes au vaste domaine de la santé en général et à l'unité de formation et de recherche en sciences de médecine, de santé en particulier. Les lauréats sont accueillis avec tous les honneurs hier à leur arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou. Nous les découvrons avec Issaka Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. C'est une après-midi de vendredi très ensoleillée, mais n'entend pas le moral, le pied de grue, la longue attente des étudiants en médecine, en pharmacie et également des familles qui, pour la circonstance, ont joyeusement fait une heure d'honneur pour accueillir leurs champions. Les 13 lauréats burkinabés, agrégés en sciences de la santé, foule le sol natal du Burkina Faso après un concours triomphal au Gabon. Désormais auréolé de nouvelles compétences, nanti de nouveaux grades d'excellence, c'est un pan de l'université de Ouagadougou qui se voit étoffé et le vaste domaine de la santé en général qui se voit renforcé. À Bobo Dioulasso, il n'y a pas énormément de maîtres de conférences agrégés actuellement et je serai la première dans le domaine de la pédiatrie. Donc c'est sûr que cette agrégation va permettre de booster un peu l'encadrement des étudiants en médecine générale, mais aussi en spécialisation de pédiatrie. Nous comptons contribuer à une amélioration de la qualité de l'enseignement sous l'encadrement de nos maîtres. Cette agrégation, pour moi, c'est vraiment un commencement. C'est un commencement et on espère également que ça va susciter des vocations. Une des illustres dévancières apprécie cet événement, voit l'enrichissement des structures de formation en sciences de la santé de 13 personnes, 13 nouveaux ouvriers venus pour que l'enseignement des sciences de la santé au Burkina Faso soit un enseignement de qualité pour pouvoir prendre en charge les besoins de soins de santé des populations. Ils étaient 16 candidats burkinabés au départ dans ce concours d'agrégation. Malheureusement, 3 ont trébuché ou plutôt se sont inclinés. Voilà, et ce qui nous amène à parler du choix de l'orientation qui peut être capital donc pour la réussite ou l'échec des enfants. Nous parlons ainsi des journées de l'orientation scolaire et professionnelle qui se tiennent à Ouagadougou du 22 au 24 novembre prochain. Et c'est la directrice de l'information de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses qui est sur notre plateau ce matin pour répondre à toutes nos questions. Bonjour Madame Bouda. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Midi Magazine. Merci. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi l'orientation peut déterminer l'échec ou la réussite d'un élève? Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez pour pouvoir parler de l'orientation et également de nos journées de l'orientation au niveau de la DIOSPB, la Direction de l'information, de l'orientation scolaire professionnelle et des bourses qu'on appelle communément DIOSPB. Voilà. Donc, il faut noter vraiment que la question d'information et d'orientation est très capitale. C'est capital dans le dispositif scolaire d'un pays. Parce que ça peut être source d'épanouissement de l'individu si son
orientation est en accord avec ses aspirations personnelles. Et ça peut être également le socle, vraiment, bien planifié, et ça peut être le socle de l'adaptation et formation, emploi, en fonction, bien sûr, du contexte économique du pays. Ce qui, visiblement, n'est malheureusement pas toujours le cas. Oui, bon, les enfants sont orientés pas en fonction de leur choix ou de leur aspiration ou même voilà, de leur disposition naturelle ou même de leurs aptitudes. Oui, bon, on ne peut pas dire a priori qu'ils ne sont pas orientés en fonction. Peut-être ce qu'on voit souvent. Sinon, il y a des dispositifs d'information d'orientation qui sont là pour mettre à la disposition des élèves des informations pour leur permettre de faire un choix éclairé. Voilà. C'est la démarche même de l'orientation. Il faut mettre à la disposition des élèves des informations fiables. Voilà. Bon, maintenant, peut-être que ce processus n'est pas vulgarisé partout. Alors, étant donné que le nombre de conseillers d'orientation n'est pas étoffé pour parcourir ou être dans tous les établissements en même temps pour ce processus d'information d'orientation. Okay. Alors, voilà. Une question aussi capitale, est-ce qu'il ne faut pas évoquer cette question d'orientation déjà au secondaire selon les aptitudes de chaque élève? Si. Bon, peut-être que vous évoquez au niveau supérieur. Sinon, c'est l'objectif de la création de la DIOSPB. La création de la DIOSPB, c'est au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Donc on s'occupe du post-primaire, du secondaire, et on va descendre maintenant même jusqu'au niveau primaire. D'accord. En prenant en compte les CM1, CM2, en leur donnant des initiations d'éveil en ce qui concerne l'orientation, pour mettre à leur disposition des informations nécessaires pour un choix éclairé plus tard. Alors, qu'est-ce que la direction de l'information de l'orientation scolaire professionnelle et des bourses fait concrètement en matière d'orientation? En matière d'orientation, nous faisons beaucoup de choses parce qu'on ne communique pas très souvent, peut-être. Sinon, il y a des activités d'information collective qu'on fait dans les établissements, à défaut qu'il y ait un conseiller d'orientation dans l'établissement pour s'occuper de ces activités-là. Donc, c'est des sorties que les conseillers d'orientation font au niveau des établissements. À la demande des établissements ou de façon... À la demande, mais de façon concrète comme ça. De façon continue. Continue. D'accord. En début d'année, on établit un programme d'activité pour les sorties dans les établissements. Voilà. Donc, pour mettre à la disposition des élèves. Avant, ça se faisait dans les classes de 3e et de terminale seulement, mais maintenant, avec notre nouvelle vision, on veut prendre en compte toutes les classes du moins, parce que ce n'est pas les élèves des paliers d'orientation seulement qui ont besoin d'informations. Étant donné que c'est un processus, il faut commencer dès la base en multipliant ces informations d'orientation pour qu'arrivé en palier d'orientation, l'élève ait les compétences nécessaires pour faire un choix éclairé en connaissance de cause. En quoi consiste, Madame Bouda, ces journées de l'orientation scolaire et professionnelle? La journée de l'orientation, c'est à notre deuxième édition. Nous avons fait une première édition l'année passée. Tout à fait. Voilà, cette édition, c'est pour encore renouveler ce qu'on a fait l'année passée. Ça consiste vraiment à mettre à la disposition des élèves et les conseillers qui vont s'entretenir avec les élèves pour les informations d'orientation, et également mettre à la disposition des élèves des établissements secondaires et des établissements post-primaires également, de l'enseignement technique et professionnel surtout, qui vont venir faire des expositions et présenter vraiment les possibilités qu'ils ont dans les établissements pour pouvoir galvaniser les élèves et donner les informations, toutes les informations nécessaires par rapport aux séries, aux filières qu'ils ont à leur niveau, pour pouvoir les aider pour les choix en fin de cycle. Et plus précisément, à qui s'adressent ces journées? À qui s'adressent? Aux parents, aux élèves, aux parents, les parents d'élèves, les étudiants également, puisqu'il y aura des établissements universitaires également. Et donc, le public large, parce que tout le monde, si on parle de parents d'élèves, ça veut dire que c'est tout le public en fait. Et qu'est-ce que vous attendez de ces journées?
On attend de ces journées vraiment que les parents d'élèves se mobilisent vraiment, mobilisent les élèves pour venir au niveau du lycée Zenda, où il y aura vraiment les stands d'exposition des établissements post-primaires, secondaires, sur les établissements, l'enseignement et la formation technique et professionnelle surtout. Et il y a un thème qui sous-tend cette journée, ces journées du moins. Tout à fait. Quelle est la pertinence de votre thème? Le thème pour l'évoquer d'abord, c'est quoi? C'est l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Voilà, rôle et place dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Voilà. Donc, on n'ignore pas vraiment qu'actuellement, le problème crucial des jeunes, c'est le problème d'emploi. Bien sûr. Voilà. Et l'une des stratégies, c'est vraiment pour consiste à mettre à la disposition des jeunes des compétences professionnelles nécessaires pour pouvoir faciliter leur employabilité. Merci beaucoup. Voilà. Et vraiment, c'est pour éveiller également leur esprit d'entrepreneuriat, qu'ils n'attendent pas à ce qu'on les recrute à la fin des études, mais qu'ils entreprennent également d'être leur propre patron. Merci beaucoup, Madame Bouda, d'être venue sur notre plateau pour nous parler des deuxièmes journées de l'orientation scolaire professionnelle, l'orientation scolaire et professionnelle, parce que c'est important d'ajouter professionnelle. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Et nous parlons de la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés, qui est contre l'augmentation des prix des hydrocarbures. Et elle le fait savoir. La CCVC appelle à une marche de protestation le 29 novembre prochain, une marche soutenue par une grève le même jour pour exiger le retour aux anciens prix et à la prise de mesures pour améliorer le quotidien des Burkinabés. L'information est portée à la connaissance de la presse ce matin. Roger Kam et Maïmouna Traoré nous rendent compte. Suite à une décision du Conseil des ministres en date du 8 novembre 2018, le prix du litre du Super 91 et du gasoil a augmenté de 75 francs. Une décision brusque, unilatérale, inacceptable et inexplicable selon la CCVC, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés. S'il est vrai que ces dernières années, le prix du baril du pétrole a certes connu une relative hausse, l'on retiendra cependant chez nous, au Burkina, la dernière baisse des hydrocarbures qui date du 11 mai 2016 avait été limitée à 50 francs sous prétexte qu'il fallait permettre à la Sonabi de se refaire une santé financière. Ensuite, le gouvernement lui-même reconnaît que les difficultés de la trésorerie de la Sonabi sont liées à un cumul de dettes de l'État vis-à-vis de cette société qui s'élèverait à près de 240 milliards de francs CFA. Fait curieux et contradictoire. Il ressort d'autre part que des bilans faits lors des assemblées générales des sociétés d'État des 3 dernières années, des bénéfices importants auraient été réalisés notamment par la Sonabi et la Sonabel. Convaincu que cette hausse des prix des hydrocarbures aura des conséquences dommageables sur la vie de la grande majorité des Burkinabés, la CCVC organise une marche de protestation ce 29 novembre sur l'ensemble du territoire national. Selon toujours le premier vice-président de la CCVC, cette marche de protestation sera soutenue par une grève de 24 heures le même jour. Une grève pour exiger, entre autres, le retour aux anciens prix des hydrocarbures, la relecture de la structure des prix, un audit indépendant de la Sonabi et de la Sonabel. Le ministère en charge de l'eau face à ses partenaires, les entreprises chargées de l'exécution des marchés du département,
La rencontre qui tient lieu de bilan des réalisations déjà faites en matière d'approvisionnement en eau potable a servi également de cadre pour faire le point des difficultés qui entravent la bonne exécution des projets et programmes en cours pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement pour l'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement. Des précisions avec Paul-David Bambara et Bouma Ernest Nebier. En ce qui concerne l'exécution des projets et programmes dans l'approvisionnement en eau potable cette année, selon le ministre en charge de l'eau, les lignes bougent timidement. D'où la tenue de cette rencontre du ministère de l'eau et de l'assainissement avec ses partenaires financiers et les différentes entreprises qui exécutent les marchés du dit ministère. Une rencontre au cours de laquelle ils vont déceler et échanger sur les difficultés qui entravent la bonne exécution de ces projets et programmes et trouver ensemble des solutions. Le premier objectif, c'est déjà le principe de se concerter, de rencontrer et de faire rencontrer les groupes qui travaillent ensemble dans des circonstances des fois difficiles. Parce que dès que vous parlez de contrôle, tous ceux qui contrôlent ne sont pas souvent les bienvenus. Mais si on laisse ces instruments de contrôle et qu'on se retrouve ensemble, c'est bon. C'est qui? C'est les maîtres d'ouvrage que nous sommes. C'est ceux qui exécutent les travaux et les études et c'est ceux qui les contrôlent. Vraiment. Voilà l'intérêt donc de se rencontrer pour se parler. Le taux d'exécution de ces projets et programmes au cours de l'année 2018 se situe entre 50 et 70%. Le taux d'exécution qui serait plus élevé si toutefois la mise en œuvre de ces projets et programmes n'était pas confrontée à des difficultés. C'est d'abord les dossiers d'études. Si l'étude n'approfondit pas, c'est au moment d'exécuter qu'on révèle et qu'on voit ces difficultés, des fois difficiles à surmonter, qui amènent des retards. L'autre difficulté, c'est le problème d'équipement de nos partenaires. Nous avouons que ce n'est pas simple, parce que les engins de terrassement coûtent cher. Parce que le personnel technique, il faut les trouver en quantité et en qualité. Et enfin, les questions financières. Nous reconnaissons, c'est nous qui sommes chargés donc, de payer ces prestataires. Nous reconnaissons que parfois, les paiements ne sont pas diligemment faits pour plusieurs raisons. Nous reconnaissons que ça crée un préjudice qui constitue aussi une difficulté dans la mise en œuvre de nos activités. L'investissement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement est coûteux, a dit le ministre, et il est un impératif pour le ministère en charge de ces questions de veiller à ce que cet investissement ne soit pas à perte. Ouagadougou, une ville polluée, cela est un fait établi, mais quel est le degré de pollution de l'air dans la capitale burkinabé? La réponse, vous l'aurez bientôt grâce à cette campagne de mesure de la qualité de l'air lancée à Ouagadougou dans le but de collecter des données liées au gaz à effet de serre occasionnés par l'utilisation du carburant et la gestion des déchets. Les résultats permettront de prendre des mesures idoines pour réguler la pollution de l'atmosphère au Burkina Faso. Plus de détails avec Paul-David Bambara et Pascal Canet. Séance de mesure en temps réel de la qualité de l'air. Cela se fait avec cet appareil. Nous sommes au rond-point de la Padoua pour le lancement de la première campagne d'analyse de la qualité de l'air dans la ville de Ouagadougou. L'initiative est du ministère en charge de l'environnement. Elle vise à connaître le degré de pollution de l'air en 24 heures dans différentes zones sensibles de la ville de Ouagadougou. L'opération va durer une semaine et devrait permettre au ministère de prendre des décisions. Les études l'ont démontré que plus d'un million de gens meurent chaque année et pour des raisons dues, n'est-ce pas, à la mauvaise gestion des déchets et naturellement à la qualité de l'air. Maintenant, attaquer le mal, cela consiste, n'est-ce pas, à réglementer un certain nombre de choses. C'est dû au mauvais carburant que nous avons, ça il faut le dire. Et c'est dû également à la mauvaise qualité de nos engins. C'est les engins à 2 roues, les engins à 4 roues. Il faut réglementer. L'étude va également permettre de comparer la qualité de l'air au Burkina avec la norme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Aux normes nationales, selon le décret 2001-185 sur les normes des régions au Burkina, on a entre 300 microgrammes par mètre cube, 200 et 300 microgrammes par mètre cube. Pourtant, la norme OMS elle est autour de 50 microgrammes par mètre cube. Notre norme elle est moins sévère par rapport à la norme OMS. Ce matin, en temps réel, on avait une norme qui vacillait entre 200 microgrammes et 600 microgrammes. Donc ce qui battait, le pic donnait 2 fois la norme du Burkina.
Partie pour une semaine, cette campagne d'analyse de la qualité de l'air va concerner les carrefours, les axes fréquentés, les zones industrielles, les zones administratives et les marchés des villes de Ouagadougou et de Bobo de Lasso. Et puis la série de conférences publiques sur le thème du 11 décembre 2018 lancée à Manga le week-end dernier est prévue pour se tenir dans les différentes provinces de la région du Centre-Sud. Les conférenciers se sont déployés à Pau mercredi dernier. La question de bonne gouvernance et équité sociale pour une nation prospère décortiquée aux populations par les panélistes. Chaque citoyen aura pris la mesure de cette réflexion au moyen de la promotion d'une meilleure gouvernance au Burkina Faso pour plus de développement et de justice sociale. Amadou Ilboudo, Vincent Kiendrebego. Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère. C'est le thème du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, thème qui fait l'objet de cette conférence publique à Pau. Il s'agit pour nous de la phase scientifique, c'est-à-dire comment faire approprier le thème par les populations donc de la région du Centre-Sud. Donc après la conférence inaugurale qui a eu lieu à Manga, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de faire le tour de toute la région. Cela permet effectivement aux populations de savoir pourquoi le gouvernement a choisi le thème général, donc subdivisé en sous-thèmes. La conférence de Pau aborde 3 sous-thèmes qui concernent la participation citoyenne, transparence et redevabilité, le dialogue social et les valeurs traditionnelles et religieuses comme facteurs de paix et de cohésion sociale. Ce sont là des thématiques d'actualité et des thématiques donc, qui devraient permettre à ces 3 provinces-là de pouvoir échanger, de pouvoir écouter et à chacun de pouvoir aujourd'hui s'interpeller sur sa manière de vivre, sur sa contribution personnelle à l'instauration d'une bonne gouvernance. Après Manga et Pau, c'est Kombisiri qui accueille la conférence publique du 11 décembre 2018. La commission consultative du travail a tenu sa 2e session ordinaire à Koudougou hier vendredi. La rencontre a permis la mise en place d'un comité permanent et l'installation des nouveaux membres de la structure pour un mandat de 4 ans. Plus de détails dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Kadi Sanogo. La commission consultative du travail est un organe institué par le Code du travail. Elle regroupe en nombre égal des représentants d'employeurs et de travailleurs. Cet organe joue un rôle important dans l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de travail et contribue à la promotion du dialogue social. La 2e session ordinaire de cette commission, qui se tient à Koudougou, en prélude à l'examen du Code du travail et de ses textes d'application par les commissaires, prévoit à l'ordre du jour la mise en place du comité permanent. Ce comité permanent n'a jamais vu le jour, malgré son existence dans les textes, et il est important aujourd'hui de revenir sur cet organe de la commission pour un meilleur fonctionnement de la commission. L'aspect relatif aux élections professionnelles que nous voulons discuter ensemble pour trouver le chemin par lequel nous allons aboutir à un processus qui permette d'aller aux élections professionnelles ultérieurement. Cette 2e session de l'année 2018 a été une occasion pour installer les nouveaux membres de la commission consultative du travail. Nommés en juin 2018 pour un mandat de 4 ans, ces 24 commissaires peuvent désormais jouer pleinement le rôle et les missions qui leur sont attribuées. Nous allons à l'Est où la RTB renforce les capacités de ses directions à Fada. La RTB Fada reçoit ainsi des équipements solaires qui devraient améliorer le fonctionnement de la structure. Le matériel est acquis grâce à un partenariat entre la Maison Mère et Smart Burkina et cela a occasionné quelques travaux de rénovation pour offrir un meilleur visage à la station délocalisée. Suivons le compte-rendu de Seydou Nikiema et Chantal Ouedraogo. Désormais, les délestages seront un vieux souvenir pour les directions des RTB de Fadangouma et de Dori. Elles reçoivent chacune une installation solaire d'une capacité de 150 watts
pour produire de l'énergie en continu. Vous êtes en pleine émission, en pleine interview, vous avez le courant qui se coupe, comme on le dit, et ça pose un problème pour le public, pour les auditeurs, les téléspectateurs. Donc nous avons opté pour l'équipement de certaines de nos directions, notamment en région, en énergie solaire. Donc un premier jet est lancé avec la station donc, de Dori et celle de Fada, entièrement équipée donc, pour permettre au studio de fonctionner à temps plein en énergie solaire. L'acquisition de ces équipements est le fruit d'un partenariat entre la Direction générale de la RTB et la société Smart Burkina. Après cette installation, nous avons fait un don de projecteurs, des projecteurs de détecteurs de mouvement plutôt. Ça éclaire à 12 mètres et s'il y a une personne qui passe ou bien quelque chose qui passe, le projecteur là en fait s'allume. La nuit, non seulement on a quelque part de l'éclairage puisqu'il s'allume à des moments et c'est un dispositif sécuritaire également intéressant parce que dès qu'il y a un mouvement, vous avez les lampes qui s'allument, ça permet aux vigiles qui sont là de vérifier que tout se passe bien. Donc nous ne pouvons que saluer ces partenariats. En plus de ces installations, des travaux de rénovation ont été effectués au sein de la RTB de Fadangouma. Ces travaux réalisés ont été réceptionnés après vérification d'une équipe de contrôle de la RTB. En sport, les étalons du Burkina sont en ce moment même dans la capitale angolaise pour le match contre les Palancas Negras. Les poulains de Paulo Duarte ont eu une séance d'entraînement hier vendredi sur le terrain du Benfica de Luanda. La stratégie adoptée, c'est de mettre en place un collectif dans le but de dompter les adversaires pour le compte de la 5e journée des éliminatoires pour la CAN 2019. Explication, Jérôme Tenirobego. Le groupe de Paulo Duarte a d'abord trottiné avant de travailler en atelier, puis place au jeu sur l'étendue du terrain et en terrain réduit, et enfin des coups de pied arrêtés. Dans ces travaux à 48 heures du match, le choix des défenseurs se dessine autour de Steve Yago à droite, Yacouba Koulibaly à gauche, en paire centrale le général Bako et Issoufou Dayo qui tient à rassurer. Dans le championnat avant de venir en sélection. Mais voilà, on touche à droite, on touche à gauche. Il n'y a pas de souci, hein? Non, il n'y a pas de souci. Arrivé en sélection lui aussi avec une légère blessure, Alain Traoré remonte la pente avec le médecin. L'entraînement de ce matin, il n'a pas ressenti ce soir également, donc il a continué son entraînement. Première phase au Portugal, 3 jours. Deuxième phase, Angola, 3 jours encore. Et le jour de match, c'est le 4e jour. Donc, on a pris de bonnes températures, que ce soit Portugal, que ce soit Angola. Il faut forcément gagner si on veut se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Et voilà, on est tous conscients, on sait que ce serait un très gros match, ce serait un match difficile. Mais voilà, il va falloir faire face, il va falloir rester concentré et bien se préparer pour ce match. Une trentaine de supporters dans les gradins du stade du Benfica de Luanda pour voir la préparation de Charles Kabouri et ses camarades. Une occasion pour le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, de leur remettre 300 tickets d'entrée au stade, mais eux entendent se mobiliser davantage. Pour les compatriotes, nous pensons à 400, entre 400 et 600. Mais les autres communautés, comme les Maliens, les Ivoiriens, les Guinéens, il y a une forte communauté de ces pays, l'Ouest africain, là, ici, qui vont nous accompagner au stade. Ils sont nos supporters aussi. C'est cet après-midi, 15h, temps universel, que les étalons prendront contact avec la pelouse du stade du 11 novembre de Luanda. Les étalons Espoir, eux, sont tenus en échec par le MENA Espoir du Niger hier au stade du 4 août de Ouagadougou par le score d'un but partout. Un match qui entre dans le cadre de la phase allée du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U23 qui va se jouer l'année prochaine en Égypte. Les Burkinabés réduisent ainsi leurs chances de qualification pour le second tour avec ce match nul. Les temps forts de la rencontre avec Paul David Bambara et Abdoulaye Kaboré. Les étalons Espoir cherchent leur repère. Ils sont dominés par le MENA Espoir du Niger. Gibril Boubé Boubacar crée des soucis à la défense burkinabé. Les Nigériens vont obtenir un penalty qui sera transformé par Aboubakar Anikoy. Gafar Sirima, Draman Salou et les autres répliquent. Ils égalisent à la 37e minute
par le biais de Cédric Badelot. Étalon Espoir 1, MENA Espoir 1. C'est le score à la pause. À la reprise, les protégés de Brahma Traoré, se sachant dos au mur, accentuent la pression sur leurs adversaires. Abdul Ghaffar Sirima rate l'immanquable à quelques minutes du coup de sifflet final de l'arbitre algérien Nabil Boukhalifa. Le score reste inchangé. Les deux fausses notes de la partie sont les hymnes nationaux non tonnés et la sortie sur blessure et de l'évacuation à l'hôpital du buteur nigérien Aboubakar Anikoy. Le camp nigérien se dit certain pour la qualification le mardi prochain à Niamey pour le second tour des éliminatoires de la CAN U23. Et vu le match avec le nombre d'occasions ratées, si nous avons nos marques sur le terrain, nous avons le même rythme à Niamey, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas le match. Le coach burkinabé Brahma Traoré se dit également confiant pour la qualification. Nous avons péché par maladresse ou par précipitation, mais je pense que dire que ça n'a pas marché, c'est trop dire pour moi. Au retour, nous aussi, on aura notre plan et je pense que ceux qui feront le déplacement viendront raconter au peuple burkinabé que l'équipe Espoir vit. Constat dans 3 jours. Hors de chez nous, en Californie, le bilan de l'incendie Camp Fire est revu à la hausse. On parle de plus de 600 personnes portées disparues et ce n'est encore qu'un bilan très provisoire. C'est le feu le plus meurtrier et le plus dévastateur de l'histoire de cet État. La ville de Paradise est un vaste champ de ruines. Voilà ce qui reste de Paradise. Dans cette petite ville californienne au nord de Sacramento, des quartiers entiers ont été ravagés par les flammes. Et le bilan humain s'annonce plus terrible encore. Outre les dizaines de morts déjà recensés, ce sont désormais près de 600 habitants qui sont aujourd'hui portés disparus, probablement brûlés vifs dans leur maison ou leur voiture. Face à ce drame, les autorités envisagent désormais des mesures drastiques pour éviter une reconstruction anarchique des quartiers détruits par les incendies. Nous allons devoir mieux gérer nos forêts, explique le gouverneur de l'État. Nous allons devoir construire nos villes plus intelligemment. Nous allons devoir construire des abris pour que les gens puissent s'échapper lorsque ces terribles incendies dégénèrent. Et oui, nous allons devoir faire face au changement climatique. En attendant, les incendies n'ont toujours pas été circonscrits. Dans le sud de la Californie, près de Malibu, un gigantesque brasier a déjà consumé près de 40 000 hectares. Les pompiers espèrent en venir à bout d'ici lundi grâce à l'amélioration des conditions climatiques. Samedi, Donald Trump est attendu sur place pour rencontrer les victimes de ces incendies, dont une grande partie vivent désormais dans des campements improvisés. Au total, ce sont près de 50 000 personnes qui ont été évacuées. À Paradise, la plupart des habitants ont tout perdu. L'état de catastrophe majeure a été décrété pour toutes les zones incendiées. Point final pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes.